7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes bien sûr avec Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour ma chère Gold, bonjour Arnaud et bonjour à tous. Oui. Bonjour Didier. On met le casque. Arnaud Belletti, donc voilà. Je vous présente pas. Non, on se connaît un peu. On se connaît un peu, mais bon, voilà, un petit peu. Bon, Arnaud Benedetti, vous avez publié un livre qui s'appelle Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, sous forme de questions aux éditions Michel Lafon. C'était avant la dissolution. En fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les portes du pouvoir s'ouvrent dans 48 heures, là, dans 72 heures ? Il faut toujours rester prudent, parce qu'une élection, tant qu'elle ne s'est pas déroulée, il est toujours très, périlleux, avec certitude, d'en dire le résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national n'a jamais été aussi près. Oui. Les intentions de vote aujourd'hui montrent qu'il est en dynamique, qu'il progresse dans toutes les catégories sociales, dans toutes les catégories d'âge. On l'a vu lors des dernières élections européennes il y a de cela 15 jours. Et qu'en principe, si vous voulez, une dynamique électorale en 15 jours ne bouge pas, je veux dire, d'une telle manière qu'elle puisse inverser une tendance. Donc, après, la vraie question qui se pose, c'est la question que tout le monde aujourd'hui a en tête, c'est de savoir si le Rassemblement national, avec ses alliés ciotistes, est en mesure de cranter une majorité absolue. Je signale seulement qu'hier, il y a eu un sondage Louis Harris qui a été publié et qui, pour la première fois, en tout cas dans cet institut de sondage, indique cette possibilité. Voilà, mais après, il y a des tas de paramètres qui peuvent, en effet, d'abord perturber la campagne des candidats du Rassemblement national. Premier paramètre, en quoi les paramètres locaux vont éventuellement influer sur le vote des électeurs. C'est une élection nationale, en règle générale, et là, dans un contexte qui est encore plus nationalisé du fait, du caractère un peu fulgurant de cette dissolution. Oui. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, on verra aussi le niveau de participation. Manifestement, on est sur un niveau de participation qui est en hausse. Certains envisage une participation qui serait à peu près similaire à celle que l'on a connue en 1997 lors de la dissolution à laquelle avait procédé Jacques Chirac. Mais le niveau de participation en hausse, ça veut dire aussi la possibilité de triangulaires plus nombreuses. Je rappelle, en 97, on avait 100 triangulaires, à peu près une centaine de triangulaires. Là, on pourrait avoir, au regard de l'offre politique, près de 150 triangulaires, ce qui, quand même, est important. Mais on peut s'imaginer que l'entre-deux tours, et notamment jusqu'à mardi, en fonction des résultats de dimanche, va être l'objet de nombreuses tractations dans les différents états-majors politiques. Et il faudra suivre bien évidemment cela de près aussi. Alors, c'est peut-être un peu grossier ce que je vais vous demander, mais vous savez, on dit beaucoup que l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon à cet instant serait une espèce de piège tendu par Emmanuel Macron pour la présidentielle en 2027. Vous commencez dans votre livre par ces mots: si l'élection devait se dérouler demain, ou plus précisément si l'élection dont tout découle en France, à savoir la présidentielle, devait se tenir en 2024, la victoire de Marine Le Pen... Oui, 2024, pardon, oui, excusez-moi. Relèverait non pas de l'hypothèse ou de la probabilité, mais de la certitude. Vous le pensez toujours ? L'élection présidentielle, oui, je le pensais au moment où j'ai écrit cet ouvrage. Je l'ai écrit très rapidement en février-mars. Ce qu'il faut noter, c'est que j'envisage l'hypothèse de la dissolution dans ce travail. Et je ne l'envisage pas, évidemment, après les élections européennes. Elle a surpris tout le monde. Mais j'ai toujours considéré, si vous voulez, que la législature dont était sortie l'Assemblée nationale en 2022 était une législature impossible et que ça devait se terminer comme ça. Après, moi, je pense en effet aujourd'hui que, si vous voulez, les paramètres sont, en tout cas, pour le coup, très favorables au Rassemblement national, pour toutes les raisons que j'ai expliquées: dynamique sociologique, dynamique générationnelle, et surtout le fait que, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans cette campagne-là. On a d'abord un camp présidentiel qui ne rassure pas du tout, qui est très désappointé, qui est aujourd'hui divisé. On voit
de nombreux soutiens du président de la République aujourd'hui prendre leur distance avec celui-ci. Donc c'est quand même, en termes de dynamique de campagne, c'est pas quelque chose qui est très profitable pour les candidats de la majorité. Et puis on a un Front populaire qui inquiète une partie de l'électorat, notamment de l'électorat de droite ou centriste, au regard entre autres de son programme économique. Et finalement, la force dans ce triple bloc qui apparaît la plus en ordre de marche et finalement la moins inquiétante, peut-être, c'est aujourd'hui le Rassemblement national. Ceci dit, après, encore une fois, la question est de savoir s'ils seront en mesure de disposer d'une majorité. Didier Maistre. Ah merde. Oui, on voit bien. Il va mettre son casque, sinon il ne va rien entendre. Non, mais on voit bien en fait que dans cette élection, et je vous ai entendu sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie, comme on dit, avec François Coq d'ailleurs, qui théorisait assez bien le fait qu'il y avait ce triple barrage et ce double barrage en même temps. C'est-à-dire, il y avait une alliance de deux blocs contre un bloc. Et chacun des Français veut faire barrage à l'autre. Et dans des proportions assez similaires, plus de 40%. C'est-à-dire, il y a 40% des Français, un peu plus, qui veulent faire barrage au Rassemblement national, à la France insoumise et ses alliés, mais aussi à la Macronie finissante et déclinante. Donc, les choses sont figées et je voudrais vous entendre sur cette absence, évidemment, de perspective, de majorité possible pour faire avancer dans un sens ou dans l'autre, et aussi, finalement, sur le fait que, à l'approche de l'obstacle, pour reprendre le vocabulaire de Gabriel Attal, le Rassemblement national, finalement, renonce à tout. Il renonce à la réforme de la retraite, à la suppression de la TVA, enfin la TVA réduite sur les produits de première nécessité. Il est pro-Zelensky, pour le commandement intégré de la France dans l'OTAN, pour un nouveau libéralisme tempéré. Enfin, c'est quand même hallucinant de faire une mue aussi rapide. C'est selon vous quoi, un gage au système? Il s'agit de rassurer les nouveaux électeurs possibles, les marchés et les Français? Alors, deux choses. La première chose, sur la perspective d'une absence de majorité, ce qui serait peut-être la pire des nouvelles pour Emmanuel Macron, parce que je rappelle quand même que la Ve République s'est construite à partir d'un diagnostic, celui de la faillite des régimes d'assemblée que constituaient la Troisième et la Quatrième République, et que De Gaulle et Debré ont voulu établir une constitution, une république qui permette justement de susciter des majorités stables qui permettent de gouverner dans la stabilité et dans la durée. Si nous nous retrouvions dans l'incapacité au soir du 7 juillet de pouvoir former non seulement une majorité, mais surtout, le plus important, de constituer un gouvernement, dans cette hypothèse, nous rajouterions à la crise politique une crise institutionnelle. Évidemment, le président de la République serait le principal responsable de cette crise institutionnelle. Qui est fort probable, Arnaud Benedetti. Je ne sais pas si elle est probable. Aujourd'hui, je ne sais pas. On verra bien. C'est une hypothèse. Les tendances quand même récentes montrent que, on peut se diriger vers une majorité relative. Le problème est de savoir ensuite si le Rassemblement national serait en mesure de constituer, et serait surtout accepterait de rentrer dans une cohabitation avec le président de la République. Aujourd'hui, quand on discute avec un certain nombre de cadres du Rassemblement national, manifestement, ils sont très réservés. Alors ça dépendra évidemment de l'étiage de cette majorité relative. C'est une majorité relative à 275 ou 280, c'est pas la même chose qu'à 260, vous comprenez. Et Marine Le Pen a dit mais hier... l'autre, je termine, alors après sur la mue... Moi, je crois, oui, en effet, ce que dit Didier Maistre a raison, c'est que la mue, elle est liée, finalement, à la volonté de rassurer une partie de l'électorat qui est susceptible, si vous voulez, de partager les diagnostics du Rassemblement national sur les dossiers régaliens, sécurité, migration, autorité, mais qui est très inquiet du programme économique ou qui est inquiet du programme économique et social du Rassemblement national. Donc il s'agit d'aller cranter cet électorat, cette partie au moins du bloc élitaire, pour disposer ensuite d'une majorité. L'objectif, il est bien là aujourd'hui. Il s'agit de rassurer pour franchir l'obstacle. Didier Maistre, je vouliez poser une question. Oui, est-ce que vous faites la même analyse du fait
finalement de ce macronisme attrape-tout, ce en même temps, qui s'est effondré sur lui-même et qui a repoussé d'une certaine manière les gens de droite et les gens de gauche aux extrémités du spectre politique. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une recomposition de la droite? Je ne dis pas des droites, mais simplement de la droite, avec un bloc central qui correspondait, disons, à l'UDF, à ces forces-là, une droite qui est revendiquée par Marine Le Pen et tous ses turiféraires et ses cadres aujourd'hui, ce que j'exposais tout à l'heure, finalement, libéral, sécuritaire, un peu identitaire, sans excès, et de l'autre côté du spectre, une gauche anticapitaliste, finalement assez révolutionnaire, renvoyant dos à dos les anciens partis du gouvernement et refaisant de ce bloc central cette social-démocratie centriste qui oscille tantôt à gauche, tantôt à droite. Mais est-ce que c'est pas une recomposition profonde du paysage politique français tel qu'on a pu l'observer jusque, mettons, au milieu des années 90 ? On assiste manifestement à l'effondrement de ce que le président de la République appelle le bloc central. Les candidats de la majorité vont être en effet écrasés par la poussée des deux dynamiques, la dynamique à gauche et la dynamique à droite. Donc on peut considérer que oui, on est en train peut-être de rentrer dans un processus à nouveau de rebipolarisation de la vie politique française, à ceci près qu'elle est ambiguë cette rebipolarisation, parce que d'abord Marine Le Pen, elle ne s'affirme rarement de droite. Elle dit jamais qu'elle est de droite. Un certain nombre de ses proches, oui, peuvent dire qu'ils sont de droite, mais elle, c'est pas le cas. Marion Maréchal dit clairement qu'elle est de droite. Marine Le Pen, c'est beaucoup plus compliqué. Marine Le Pen, si vous voulez, l'efficacité aujourd'hui du couple, du tandem Bardella-Marine Le Pen, c'est que il ne parle pas forcément aux mêmes segments sociaux et générationnels. Marine Le Pen parle indéniablement aux classes populaires et une partie des classes moyennes, et on voit que tout le travail de Bardella est plutôt, lui, de parler à cet électorat de droite, conservateur, de classe supérieure, qui souhaite en effet plutôt une ligne libérale. Finalement, on se retrouve... le Rassemblement national est en train de se transformer en parti libéral-conservateur. Sur le mode d'autres formations politiques que l'on connaît en Europe. Donc ça c'est un point important. Quant à la gauche, elle est quand même, force est de le constater, très divisée. Elle est unie, j'allais dire, dans l'urgence, dans une sorte de cartel électoral pour faire front face au Rassemblement national et surtout pour sauver des circonscriptions et gagner des circonscriptions. Mais on voit bien ces derniers jours que les dissensions sont profondes entre la ligne social-démocrate, qui peut être incarnée par quelqu'un comme François Hollande, qui a quand même donné sa bénédiction à cette alliance du Front populaire, et puis Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Moi, je ne sais pas ce qui sera du Front populaire après les élections du 7 juillet. Alors justement, je ne vois pas le Front populaire l'emporter, mais je me pose des questions sur l'avenir du Front populaire ensuite. Alors, un peu de politique fiction, je vous livre une petite séquence que vous allez commenter. Dans l'urgence, la gauche se réunit, effectivement, et assez vite, elle prend un peu tout le monde de court et réussit assez bien à faire ce nouveau Front populaire. L'urgence pour elle, c'est évidemment de sauver des circonscriptions et de se rassembler sur ses fondamentaux, qui est lutter contre l'extrême droite. Première salve. Moi, je fais le pari que le 30 juin, finalement, l'écart va être très faible et pas autant que le disent les instituts de sondage. Et je pense même que la dynamique, avec beaucoup de gens qui vont se mobiliser au dernier moment, peut être du côté du Front populaire. En tout cas, l'écart, de mon point de vue, sera très faible. On verra si l'avenir me donne raison ou tort. Premièrement, qu'est-ce que vous en pensez ? Et deuxièmement, il est clair que le 7 juillet à 20h, c'en est fini sauf si par extraordinaire le Front populaire l'emportait, mais c'en est fini de cette alliance. LFI va exploser, hein. C'est déjà le cas. Ruffin et ses amis ont déjà finalement averti, il y aurait un autre groupe, ça va se recomposer. Et cette ligne social-démocrate d'un côté et la ligne révolutionnaire portée par LFI de l'autre
a montré ses limites, était incompatible. Donc c'est un cartel électoral plus qu'une alliance de fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, sur le premier tour, je ne sais pas, je préjuge de rien, moi. En l'occurrence, les dernières données qu'on a quand même sont des données qui montrent que plutôt le Rassemblement national est en dynamique, mais on va voir en fonction de la participation. De toute façon, les deux forces sont en dynamique. Mais il y a quand même un trouble dans l'électorat de gauche. Une partie de l'électorat de gauche accepte avec difficulté l'alliance avec LFI. Donc ce que LFI peut apporter, en effet, en termes de clientèle électorale, peut se perdre ailleurs aussi. Donc ça, il faudra quand même l'observer de près. Ensuite, moi je pense que dans les seconds tours, ce qu'on sait aujourd'hui des matrices de transfert de vote, dans le cas des hypothèses d'un second tour entre le Rassemblement national et les ciotistes et les candidats de gauche, c'est que les seconds tours apparemment seraient beaucoup plus favorables au Rassemblement national, parce qu'une partie de l'électorat, d'abord la plus grosse partie de l'électorat LR, canal historique, se reportera quasiment, je veux dire, à l'unité près vers les candidats du Rassemblement national, et que on peut même avoir des électeurs macronistes de centre droit, par exemple, qui peuvent rapporter leur voix sur celle des candidats du Rassemblement national, ou en tout cas s'abstenir. Donc, et comme il y aura certainement beaucoup de duels aussi entre les candidats du Rassemblement national et les candidats de gauche, cette situation est plutôt favorable au Rassemblement national. Et puis Arnaud, si vous me permettez une petite incise, qui n'est pas beaucoup soulevé dans les médias, mais comme vous êtes un spécialiste aussi de ces cartes électorales et de ces alliances et de ce deuxième tour, même s'il y a un retrait, il y a des triangulaires et il y aura forcément des retraits. Si la participation est vraiment importante, même s'il y a un retrait, le fait que le candidat effectivement puisse faire basculer les choses du côté du Rassemblement national en disant non mais LFI c'est vraiment pas possible, l'antisémitisme, etc., ça risque de jouer fortement dans les duels, non ? C'est-à-dire que oui, je crois qu'on dit à peu près la même chose. C'est que je pense que dans l'hypothèse des duels entre un candidat du Rassemblement national et d'un candidat de gauche, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les reports de voix sont plutôt favorables aux candidats du Rassemblement national. Mais il n'y a pas que la question, évidemment, de l'antisémitisme, des provocations de Jean-Luc Mélenchon qui pèsent dans le choix de l'électorat de se tourner plutôt vers le Rassemblement national dans ce type de cas de figure. C'est surtout aussi le programme économique et social du Front populaire qui va amener une partie de l'électorat à voter plutôt pour le Rassemblement national plutôt que les candidats de gauche. Il y a aussi cet aspect-là qui est extrêmement important dans les motivations de vote. Ensuite, je termine sur votre dernière question, c'est-à-dire sur l'avenir de la gauche après le second tour de l'élection présidentielle. Bon, si en effet, par extraordinaire, comme vous le dites, il l'emportait en matière de majorité absolue, moi je pense que ça serait très difficile de gouverner entre eux quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même des clivages qui sont forts. Il y a des tas de questions dont on a laissé la poussière sous le tapis. Je pense notamment au nucléaire, mais pas seulement. Et ensuite, ce qui est l'hypothèse la plus probable, ils n'avaient pas la majorité, je pense que cet attelage ne tiendrait pas très longtemps. C'est-à-dire que le Front populaire, qui a été pensé comme un cartel électoral, chacun reprendrait ses billes et chacun de son côté essaierait de reconstruire au sein même de son propre camp à la fois sa ligne politique, et on verrait largement, si vous voulez, le clivage entre sociaux-démocrates à nouveau et insoumis réapparaître. Arnaud Belletti, en 2 minutes, tout à l'heure on évoquait la façon dont le Rassemblement national tente de se normaliser et de plaire au plus grand nombre. Dans votre livre, vous dites le macronisme est la réponse d'un monde qui, effrayé par la défaite de ses illusions, tente tant bien que mal de conserver la main. Est-ce qu'on ne risque pas de revivre la même histoire avec le Rassemblement national, que les déçus se radicalisent d'une certaine manière parce que le Rassemblement national se normalise ? Oui, alors après, ça c'est évident, je veux dire que ça sera l'exercice du pouvoir qui le dira, donc on peut difficilement, là aussi, déjà, à travers des annonces actuelles, des perspectives. Oui, mais enfin pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Il faut être clair, je veux dire, le réalignement, j'allais dire, sur des positions plus centristes, d'une certaine manière, du Rassemblement national, n'a pas d'effet sur les dynamiques électorales. Ça, toutes les études le démontrent. Oui, absolument. En 10 secondes,
Arnaud, je voudrais vous entendre compléter votre précédente réponse sur la peur de l'économie. Pourtant, dans une société qui souffre, où les Français gagnent très, très, très mal leur vie aujourd'hui, le SMIC à 1 600 €, la retraite à 60 ans, ça devrait au contraire rassurer les gens. Qu'est-ce qui pèse pour vous? C'est quoi? C'est la fiscalité? C'est la dette qui fait peur? La fiscalité, évidemment. Enfin, ça dépend de quelle catégorie sociale. Pour les classes moyennes, il est évident que le programme, par exemple, du Front populaire, qui est un programme de hausse de la fiscalité, va faire peur à une grande partie des classes moyennes. Et ça, je pense que c'est quand même un handicap pour la gauche. Donc, la question aussi des charges. Aujourd'hui, je vois 60 à 70% des petits patrons sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national fait le pari, qui à mon avis est justifié, en tout cas d'efficacité électorale, moi il n'y a que ça que je regarde, c'est que de toute façon il a les classes populaires et les classes moyennes avec lui et qu'il ne les perdra pas dans cette élection et que l'enjeu pour lui est d'aller récupérer cet électorat de droite ou cet électorat centriste qui est très soucieux des libertés économiques, qui est très soucieux de la gestion des comptes publics, qui est très soucieux de la baisse des charges et qui est prêt à voter aujourd'hui pour lui parce que tout simplement il est en train de réaligner ses positions. Arnaud Benedetti, Didier Maistre, on reprend cet entretien juste après le bulletin d'actualité d'Augustin Madelin, il est 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Tout va bien. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions Michel Lafon. On va faire des hypothèses. Il y a eu les européennes, il y a eu le résultat des européennes qui ont conduit à la dissolution, qui a conduit aux législatives anticipées, qui vont conduire certainement donc en tout cas à des résultats qui ne plairont certainement pas à la majorité présidentielle. C'est quoi la suite ? D'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une cascade d'événements depuis finalement la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 qui nous ont amenés à cette situation. Il faut revenir toujours à la jeunesse des choses. Oui. Rappelez-vous, décembre 2023, le texte sur l'immigration, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale pose une motion de rejet, et cette motion de rejet est adoptée à la majorité par l'Assemblée nationale. Premier facteur de déstabilisation de la majorité et première prise de conscience véritable que, oui, en effet, cette majorité peut être mise en minorité. Qu'est-ce qui arrive ensuite ? Arrive ensuite le mois de janvier. Le mois de janvier, qu'est-ce qui se passe ? Changement de Premier ministre. Calendrier totalement étonnant pour changer de Premier ministre, parce que le président de la République aurait pu très bien attendre le mois de juin, c'est-à-dire l'élection européenne, maintenir Madame Borne et profiter de l'élection européenne pour changer de Premier ministre à ce moment-là. Mais il sort la cartouche Attal, parce que la cartouche Attal est la cartouche dont il pense qu'elle va être la cartouche anti-Bardella. Donc c'est lui qui, d'une certaine manière, va donner de la dramaturgie à ce scrutin européen, tout de suite, dès le début de l'année. En fait, la cartouche Attal ne va pas fonctionner, et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, au mois de juin, avec une dissolution suite à l'élection européenne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Tout va dépendre du résultat des élections législatives. Il y a 2 solutions, il y a 3 solutions même. Il y a une solution, une majorité relative. Est-ce que le Rassemblement national va essayer de chercher des alliés, notamment du côté des LR Canal historique ? Quand on discute avec un certain nombre de cadres du Rassemblement national, ils n'y sont pas aujourd'hui totalement disposés. Ouais. Mais enfin, les événements étant ce qu'ils sont, ils peuvent changer d'avis d'ici le 7 juillet ou après le 7 juillet. Deuxièmement, ils ont une majorité absolue. Dans ce cas-là, le Rassemblement national voit Jordan Bardella accéder, et la France voit accéder Jordan Bardella à Matignon. Quelle sera la composition de ce gouvernement ? Est-ce qu'il y aura des profils nouveaux hors Rassemblement national qui rentreront dans ce gouvernement ? Ça semble être la volonté du Rassemblement national. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand même, ils ont des profils d'experts qui, autour d'eux, les aident non seulement dans la dernière ligne droite, mais depuis de nombreuses années à peaufiner leur programme et à faire évoluer leur programme. Troisième solution, c'est une hypothèse qu'évoquait Didier Maistre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. Et là, on se retrouve dans une crise institutionnelle, qui est une crise institutionnelle très grave,
et qui peut susciter, au bout d'un moment, une démission du président de la République, même si rien ne l'oblige, parce que tout simplement, les institutions auront été fragilisées. Je note quand même que les propos hier de M. Larcher, le président du Sénat, sont assez révélateurs. C'est-à-dire, si on se retrouve dans cette situation, il y aura vraisemblablement des gens qui, à droite, même au sein même de la majorité, de la majorité actuelle, pousseront peut-être le président de la République à sortir. Parce qu'on se retrouvera en effet dans une crise qui est une crise majeure de la Ve République. Une crise quasiment Alors systémique. justement, Arnaud, est-ce que, quel que soit le scénario, on ne va pas assister à une victoire à la Pyrrhus, quel que soit le renfort, en arrivant au port finalement? Parce que est-ce que les gens vont être capables, les Français, de se parler? Puisque là, c'est quand même haine contre haine. On voit une radicalisation jamais vue des deux camps, de la gauche et de la droite. Les gens de gauche ne peuvent même plus parler, envisager d'échanger avec des gens du Rassemblement national. Et inversement, c'est islamo-gauchistes contre fascistes et nazis. Qu'est-ce qui va rester du pays à l'issue du 7 juillet? Est-ce qu'il est possible de reconstruire avec ces trois blocs complètement divisés, complètement antagonistes et irréconciliables? Parce que je rappelle quand même que pour gouverner un pays, c'est 50% plus une voix. On en est très loin aujourd'hui. Il le faudra de toute façon. Il faudra quand même que chacun se rehausse au niveau d'un esprit de responsabilité. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. J'en suis bien conscient. La vérité, c'est que ça dépendra aussi du résultat. C'est-à-dire, encore une fois, il est clair que si le Rassemblement national obtenait une majorité absolue, imaginons qu'ils aient plus de 289 sièges, voire 300 sièges, ce qu'il ne faut pas totalement exclure, parce que vous savez, vous avez quand même des vagues dans les élections législatives. Et on peut considérer des dynamiques, effectivement. Oui, mais si vous voulez, moi je pense quand même que l'élection, encore une fois, l'élection législative peut jouer comme une élection de confirmation des élections européennes. Quand même, il y a une réalité, c'est que vous voyez quand même dans un certain nombre de segments du pays, territoriaux, sociaux, générationnels, la volonté de tenter l'expérience. Ça, c'est quand même... Il n'a pas été, rappelons-le, le cas jusqu'ici. C'est-à-dire que les résultats des européennes, depuis même 2 fois, n'ont pas été suivis d'effet, ni sur la présidentielle, ni sur la législative, mais que là, la situation est fondamentalement nouvelle et qu'effectivement, il semblerait que cette dynamique puisse, en tout cas, c'est probable, c'est plausible, se répercuter. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, si on se retrouve dans une situation avec une majorité absolue assez large, le pays est légaliste quand même. La France, certes, est un pays révolutionnaire, mais enfin, on n'a quand même plus fait de révolution depuis le 19e siècle. Il faut quand même aussi relativiser. Il y a aussi quand même la volonté, vraisemblablement, du monde de l'économie, d'avoir un pays stable. D'ailleurs, c'est ce qui, à mon avis, renforce aujourd'hui la position du Rassemblement national. C'est que ce qui serait pire, finalement, pour le monde de l'économie et le monde des affaires et le monde du business aussi, c'est que le pays soit instable. Donc, on commence à entendre, notamment dans un certain nombre de milieux économiques, se dire, finalement, il vaudrait mieux une majorité absolue au Rassemblement national que pas du tout de majorité du tout. Donc, ça aussi, ça joue, si vous voulez, manifestement sur les orientations politiques. Donc, si le RN a une majorité absolue, on peut considérer quand même qu'il aura la légitimité, qui est la légitimité populaire. Alors après, qu'il y ait des tensions dans le pays... Soyons clairs, Arnaud, vous et moi, on connaît bien le monde des très petites entreprises, et moi j'y ai travaillé pendant presque 30 ans, des TPE, des PME, pour un grand groupe, mais j'étais en contact, et je suis toujours en contact avec ces gens. Le Rassemblement national au milieu économique leur fait moins peur que le Front populaire. Mais très clairement. Il faut voir qu'il y a plus de compatibilité entre ce que la gauche appelle, je sais pas moi, le fascisme, l'extrême droite. Je ne suis pas là pour faire de la moraline non plus, mais avec un système libéral plutôt qu'avec la gauche représentée par LFI. Et ces oppositions sont des lignes vraiment de partage très, très fortes. Et c'est ce qui peut faire, selon vous, basculer les choses. Oui, moi je pense que c'est toute la stratégie, si vous voulez, toute la stratégie mise en œuvre par le Rassemblement national dans ces dernières semaines de campagne, dans ces derniers jours de campagne, vise à, encore une fois, rassurer les milieux économiques et, encore une fois, cette partie de la droite libérale et conservatrice, qui est très attachée, bien évidemment, à ces questions-là. Donc, manifestement, c'est
en train plutôt de prendre. Après, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des tas de questions. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les cités? Nous n'en savons rien. Est-ce que l'extrême gauche va avoir une stratégie de terre brûlée et de radicalisation afin de créer le chaos dans le pays? On verra bien. Quelle sera, par exemple, la position des syndicats? Aujourd'hui, on a des syndicats, je pense, des syndicats de salariés, en tout cas les états-majors des syndicats de salariés, Madame Binet, la CFDT, enfin surtout Madame Binet de la CGT, mais aussi dans une moindre mesure la CFDT, voire FO, qui disent on ne peut pas discuter avec le Rassemblement national. Mais enfin, si le Rassemblement national est élu demain et à 289, voire plus de députés, je veux dire, il va bien falloir à un moment donné que les syndicats aussi discutent avec la nouvelle majorité. Bon, je crois que moi, j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, la force de l'élection, malgré tout, je veux dire, doit permettre, au moins pour un temps, de stabiliser un pays qui, je suis tout à fait d'accord avec vous, est profondément fracturé et archipélisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'écrivais par exemple que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, ce serait très compliqué parce que s'ensuivrait, d'ailleurs la gauche récemment vient de le confirmer, s'ensuivrait toute une série de manifestations permanentes, même de sabotage, disons les choses comme elles sont. Donc voilà, pour que justement il y ait une pression en disant mais l'extrême droite c'est vraiment pas possible, on n'accepte pas les résultats de ce vote et d'une certaine manière des troubles à l'ordre public permanents, ce qui empêcherait le Rassemblement national de gouverner. Est-ce que pour vous ça c'est encore possible après le Covid, après cette ingénierie sociale où quand même les gens se sont auto-signés des attestations pour aller faire pipi à leurs chiens? Est-ce qu'il y a encore assez de vigueur, d'énergie dans le peuple français pour se manifester comme ça tous les jours? Ou est-ce que finalement, de guerre lasse, tout le monde va accepter le résultat, même si ce n'est pas leur vote, et même si, je l'ai dit, c'est divisé en 3 blocs très antagonistes? Écoutez, moi, je n'ai pas de boule de cristal en la matière, mais enfin, il est clair que... D'abord, le premier point, c'est que le pays n'est pas fondamentalement à gauche. C'est quand même une réalité. Je pense que politiquement, il n'est pas à gauche. C'est 70% à droite. Il est 70% à droite. Donc, si vous voulez, dans une démocratie, le fait majoritaire, il s'impose. Après, je veux dire, chacun, j'allais dire... encore une fois, prend ses responsabilités. Mais rappelez-vous quand même en 68 ce qui s'est passé. Le général de Gaulle, après un mois extrêmement difficile, dissout l'Assemblée alors qu'il est en difficulté. Et c'est une large majorité qui l'emporte. Donc je pense que la réalité, c'est que en effet, la majorité absolue peut pour un temps stabiliser le pays. Après, l'exercice du pouvoir, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. On verra bien. Mais qu'il y ait des tensions, il y aura des tensions, c'est évident. Je crois qu'il faut s'y attendre. Mais il faut aussi respecter, je pense, à un moment donné, le résultat des urnes. Quel qu'il soit d'ailleurs. Vous l'avez évoqué rapidement en début d'entretien. Vous relatez dans votre livre l'isolement du président de la République, l'isolement progressif, la chute de l'empire macronien presque et l'obsession d'Emmanuel Macron pour l'Europe, l'après-France, l'objectif suprême après moi le déluge. On a l'impression d'un homme qui, blessé dans son ego, sacrifie tout, presque aveuglément, et s'enfuit vers un autre destin. Non, je ne pense pas qu'il sacrifie. Je pense que, je veux dire, c'est la réalité de son idéologie. C'est-à-dire que quand on dit que Macron n'a pas de cohérence, moi je suis de ceux qui, depuis le début, j'avais écrit un livre qui s'appelle Le coup de com' permanent il y a quelques années sur Macron, et j'expliquais qu'il avait une cohérence idéologique, contrairement à ce qu'on pense. Il est profondément mondialiste, il est profondément européen au sens du fédéralisme, alors même s'il ne le dit pas. Il y a quelque chose quand même de dissimulé sur Macron. Vous voyez, je crois, un européanisme fanatique, quelque chose comme ça. Oui, enfin, je dis, c'est une façon un peu, je veux dire, c'est une image, il est fanatique. Il est un peu allumé en plus. Alors, il a en tout cas je pense qu'il a cette cohérence intellectuelle, il a cette cohérence idéologique, et la France doit s'adapter aux prérequis de la mondialisation, et l'adaptation aux prérequis de la mondialisation passe par toujours plus d'intégration européenne. Et moi, je pense que son agenda n'est plus l'agenda de la France. Son agenda, pour moi, est un agenda européen. C'est un choix. C'est un choix. Et c'est même, je pense que c'est même un choix de carrière pour lui. Quelque chose de très intéressant, de très important, me semble-t-il, c'est parce que vous parliez tout à l'heure de compatibilité ou d'absence de compatibilité, le fait que Raphaël Glucksmann soit un clone d'Emmanuel Macron, et lui ait osé dire les choses en disant notre projet, c'est celui d'une Europe fédérale, au sein de laquelle la France ne sera plus qu'une région. Il l'a dit il y a 15 jours, 3 semaines. Bon, est-ce que ça, c'est de nature à changer les choses? Est-ce qu'il peut y avoir
dans cette scission sans aller dans la boule de cristal, mais est-ce que vous pensez qu'autour de M. Glucksmann et de M. Hollande, tout en chassant Macron, peut naître un nouveau mouvement avec peut-être Édouard Philippe, faire ce pari toujours du bloc central européiste et fédéral, ou est-ce que ça, avec un score du Rassemblement national très haut ou du bloc du cartel des gauches très haut, c'est fini, c'est la fin du macronisme et de ses succès d'année. Moi, je ne pense pas que ça soit, si vous voulez, je considère qu'à l'aune à l'échéance des élections législatives, le bloc central est en très grande difficulté et qu'il est en train, vraisemblablement, électoralement, pour le temps qui vient, de s'effondrer. Mais je n'annonce pas pour autant la mort de ce bloc central, enfin de ce bloc centriste. Ce parti de l'Europe fédérale, soit qui s'assume, soit qui ne s'assume pas, mais qui, en tout cas, veut aller dans le même sens, il va continuer à exister. Il existe depuis 1992 avec le référendum sur le traité de Maastricht. Il a existé en 2005, même s'il a été mis en minorité, puisque les Français ont voté non au référendum de 2005, mais il continuera à exister parce qu'il est porté par une sociologie. Si vous voulez, la force du macronisme, comme la force d'ailleurs du le pénisme, ou du marinisme, c'est que ce sont des forces politiques qui ont capté des sociologies. Et la politique, c'est de la sociologie. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que, si vous voulez, ce parti présidentiel aujourd'hui macroniste disparaisse. Ça veut dire, c'est intéressant ce que vous dites. Il va continuer à exister. Après, quelle forme il va prendre et comment il va se restructurer, on verra bien. Ouais. Ça signifie très rapidement, pour finir, ça signifie que dans votre esprit, quand vous dites la politique, c'est la sociologie, et évidemment, les différents blocs ont capté une sociologie, ça veut dire que pour vous, le monde ouvrier, le monde du travail est définitivement perdu, ou en tout cas à moyen terme, pour la gauche, et qu'il est complètement... il est perdu parce que tout simplement la gauche n'a pas voulu traiter un certain nombre de questions, la question identitaire, la question de la sécurité, la question de l'autorité, et à partir de là, les classes populaires qui souffrent de problèmes d'insécurité, qui souffrent de problèmes de dépossession culturelle aussi, au-delà des problèmes économiques, se sont tournées, j'allais dire, presque naturellement vers le Rassemblement national qui traitait à la fois la question sociale et la question culturelle. Arnaud Benedetti, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions Michel Lafon. Merci Didier Maisto. Merci Maud Koffler, merci. Merci. Oui, c'est moi. Oui, c'est elle. Merci beaucoup et à très vite Arnaud Benedetti. Merci à vous.